Bienvenue sur Géopolitis. L'islam est-il un bloc, une entité monolithique, totalement homogène, qu'il s'agisse de religion ou de politique? La réponse est non, c'est l'évidence. Il y a au sein du monde musulman des sunnites et il y a des chiites, tout le monde le sait. Mais ce que l'on ne dit pas toujours, c'est que cet antagonisme religieux historique est à présent ce qui sous-tend et parfois explique de nombreux conflits actuels en Syrie, au Liban, en Irak ou même au Pakistan. Dans le monde, on compte 1,2 milliard de musulmans. Les sunnites représentent à peu près 90% de ce monde islamique. Les chiites, eux, pas tout à fait 10% de l'ensemble. Certains disent même un peu moins. Oui, mais ces chiites sont largement majoritaires dans les pays du Golfe, à hauteur de 70%. Cette répartition explique bien des tensions actuelles. Géopolitis revient sur ce que certains spécialistes appellent, en termes on ne peut plus clairs, la guerre ouverte entre chiites et sunnites. Commençons par un peu d'histoire. En l'an 632, le prophète tombe brusquement malade et meurt. La question de sa succession est totalement ouverte. C'est le point de départ d'un déchirement sanglant au sein de la communauté. Il y a ceux qui militent pour que le successeur de Mohammed soit désigné au sein de sa famille. D'autres plaident pour une solution tribale, c'est-à-dire que l'on choisisse comme successeur le plus digne des compagnons du prophète. C'est cette deuxième option qui va d'abord l'emporter, jusqu'à ce que le gendre et cousin du prophète, Ali, devienne le 4e calife pendant 5 ans. Ali sera assassiné, sort également réservé à son fils Hussein, massacré à Kerbala en l'an 680. De là date l'événement fondateur du chiisme et le grand clivage. Alors retenons ceci. Il va y avoir au sein de l'islam 2 communautés. Les chiites, Shia Ali, les amis d'Ali, ses compagnons, qui ne cesseront de commémorer le martyre de Hussein et qui, pour se protéger, vont se réfugier dans la clandestinité. Se protéger de qui? Eh bien, de l'autre communauté, les sunnites. Le mot sunnite vient de sunna, la tradition du prophète. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans la lignée de Ali. Chiites et sunnites. 2 entités différentes sur de nombreux points, y compris celui-ci qui prend toute son importance, car dans le sunnisme, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et le croyant, donc pas de clergé. Chez les chiites, c'est l'imam qui est le véritable guide de la communauté. On va prendre quelques exemples. L'Iran qui devient république islamique en 1979 avec le retour de l'ayatollah Khomeini. Une république d'obédience chiite, c'est le retour politique de cette branche, l'Iran, qui compte 98% de chiites. Les chiites qui sont aussi majoritaires, mais moins massivement, dans un pays voisin, l'Irak, avec 55% de la population, et un gouvernement pro-iranien qui n'entend guère partager le pouvoir avec les sunnites. Le résultat, c'est qu'en Irak, on ne compte plus les attentats meurtriers qui ensanglantent les 2 communautés. Il y a le Liban, avec 30% de chiites. On connaît le rôle éminemment politique et militaire du Hezbollah, allié du régime chiite iranien. Mentionnons encore l'émirat de Bahreïn, à 75% chiite, mais dirigé d'une main de fer par un régime minoritaire sunnite. Face à ce monde chiite, il se dessine un bloc sunnite qui va de l'Arabie saoudite aux Émirats arabes unis, en passant par ce tout petit pays dont l'importance est inversement proportionnelle à la taille, le Qatar. Sans oublier bien sûr la Syrie, avec son régime alaouite. Les alaouites sont une entité du chiisme dans un pays majoritairement sunnite à 70%. La Syrie, qui est l'exemple le plus explicite, le plus dramatique de cet affrontement entre sunnites et chiites. C'est le roi de Jordanie, Abdallah II, qui, le premier, dans une interview, mettait le monde en garde contre ce qu'il appelait à l'époque le croissant chiite, cet arc qui risquait de prendre en tenaille une partie du Proche-Orient. Aujourd'hui, on parle plutôt de l'axe Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth, à savoir l'alliance objective entre la République islamique d'Iran, le pouvoir chiite en place à Bagdad, à la suite de l'intervention américaine,
le régime alaouite, c'est-à-dire une entité chiite au pouvoir à Damas, et toute la mouvance politico-militaire du Hezbollah au Liban. Cela dit, même si la dimension religieuse renforce la consistance de cet axe, même si les livraisons de matériel militaire dans cette zone sont une réalité, il convient d'en relativiser la réelle importance politique. La Syrie, pour son plus grand malheur, est actuellement en pleine intersection entre ce croissant chiite et le bloc sunnite. Dans le pays de Bachar el-Assad, il faut le dire et le redire, on ne se bat pas seulement pour le contrôle du pays ou de la capitale, c'est de la suprématie régionale qu'il s'agit. Du côté du pouvoir, il y a donc l'Iran, le Hezbollah libanais et les milices chiites irakiennes. Côté opposition sunnite, il y a des rebelles syriens sunnites auxquels sont venus se joindre, invités ou non, tous les djihadistes sunnites envoyés, financés et armés par l'Arabie saoudite ou le Qatar. En Irak, c'est désormais un conflit de type confessionnel qui meurtrit ce pays. La fracture inter-islam s'est brutalement rouverte à la suite de l'invasion américaine de 2003. Le basculement du pouvoir des sunnites vers les chiites provoque actuellement un torrent de haine et de désolation. Au Liban, voilà que les tensions communautaires refont surface violemment, alors que les chiites, dit-on, forment désormais la première communauté du pays. Il faut aussi évoquer l'Arabie saoudite, où la petite minorité chiite tente de faire reconnaître ces deux revendications. Les chiites saoudiens exigent une plus grande part de la manne pétrolière. Ils veulent surtout ne plus être religieusement discriminés par la majorité wahhabite qui prône dans le royaume une interprétation ultra stricte du sunnisme. Reste le cas de Bahreïn, où la majorité chiite du pays se déclare systématiquement défavorisée, voire persécutée par une minorité sunnite qui, à l'image de la dynastie régnante, monopolise le pouvoir et les richesses. On connaît le Qatar du monde du football, le Qatar du monde des affaires, le Qatar du monde culturel, le Qatar du monde médiatique, avec Al Jazeera. On connaît moins bien, car c'est moins visible, le rôle du Qatar en tant que financier des mouvements de révolution arabe. C'est ce que l'on a vu en Libye, en Égypte, en Tunisie, et ce à quoi on assiste actuellement en Syrie, avec un soutien financier et militaire massif en faveur des combattants anti-Bachar el-Assad. Le Qatar est par ailleurs un soutien politique affirmé des frères musulmans. En tout état de cause, le Qatar poursuit l'un de ses objectifs prioritaires au-delà de son positionnement économique et financier dans le monde entier, contrôler le danger chiite que représente cet axe Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth. L'invité de Géopolitis, Hasni Abidi, qui est directeur du CERMAM, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, est chargé de cours à l'Université de Genève. Alors, on a compris, cet affrontement, il est religieux et politique. Mais le problème, c'est de savoir quel est le dosage. Plus de religieux, plus de politique? Disons qu'il a été utilisé par le politique comme une arme très importante, non seulement pour avoir plus d'influence, mais aussi pour avoir plus de réseaux dans les pays où le chiisme n'est pas majoritaire. Je rappelle deux dates importantes. C'est bien sûr la date de la révolution iranienne, qui était importante, le retour de Khomeini en Iran, et tout le monde a pris de panique. Parce que le fait religieux devenait une réalité politique, c'est ça? Le religieux est arrivé au pouvoir. Et ça n'est pas par hasard, c'était voulu. Absolument. Et Khomeini l'a dit tout de suite, la révolution iranienne est un modèle à exporter en pensant à l'Arabie saoudite, un poids lourd sunnite, et en pensant aux monarchies du Golfe qui, toutes presque, ont des minorités, voire des majorités comme le Bahreïn, chiite. C'est ça qui a fait un peu le déclic dans le monde arabe. Est-ce que ce à quoi nous assistons actuellement, c'est le fait que justement la révolution iranienne n'a pas su ou n'a pas pu s'exporter? La révolution n'a pas pu s'exporter parce que tout de suite après, on a financé et on a soutenu un voisin de taille, à savoir l'Irak, où il y a une majorité chiite, mais Saddam Hussein sunnite avec une minorité qui gouverne, pour faire la guerre à l'Iranien. Évidemment, faire la guerre à Khomeini, ça veut dire l'affaiblir, ça veut dire aussi épuiser son armée et son réseau d'influence. Et l'Iran avait besoin de plusieurs années pour se reconstruire et pour revenir à son principe de base, c'est-à-dire que l'Iran doit devenir la tutelle, la Mecque des chiites partout dans le monde. Qu'est-ce que l'Occident avait à gagner à prendre parti pour l'un ou pour l'autre, l'une ou l'autre des factions de l'islam?
Malheureusement, l'Occident n'a pas pris la leçon de cette guerre contre l'Iran. Il a fait une deuxième guerre et cette fois-ci, elle a profité à l'Iran. On peut dire que Téhéran a pris sa revanche avec la deuxième guerre, c'est-à-dire la guerre de 2003 contre les États-Unis. La coalition a mené une guerre contre Saddam Hussein et c'est comme ça on a affaibli aussi un autre pays important qui faisait face, et le seul qui était en mesure de faire face à l'influence iranienne et chiite, en tout cas agressive, expansionniste dans la région. On peut dire que l'Occident a fait la première erreur en soutenant Saddam Hussein et la deuxième, bien sûr, avec cette guerre qui a coûté 0 centime aux Iraniens, mais ils ont pu se débarrasser de leur ennemi juré dans la région, à savoir l'Irak. Effectivement. Seulement, à l'époque, on parlait de politique, mais on ne soulignait pas cette dimension religieuse du conflit, et actuellement on le fait. Qu'est-ce qui a changé ? C'est vrai que finalement, l'armée irakienne qui a combattu l'Iran était composée à plus de 60% de chiites, parce que la majorité de l'Irak est chiite. Donc les chiites n'avaient pas de problème. Elles avaient plutôt une appartenance nationale à l'Irak, et pas une appartenance ou une loyauté au chiisme. Car il y avait une vraie loyauté au régime. Ça, c'est absolument. Vrai. Donc il y avait cette appartenance nationaliste. Ce qui a changé après, c'est bien sûr les calculs de l'Iran. L'Iran a voulu travailler avec des réseaux beaucoup plus importants qui traversent les États. Je pense à 1985, la création de Hezbollah, un allié de taille pour, bien sûr... Et on le voit aujourd'hui, et en Syrie. On le voit aujourd'hui comment il est devenu un acteur très important, quitte même à nouer des relations avec d'autres partis sunnites, comme le Hamas. D'ailleurs, le Hezbollah a des bonnes relations avec le Hamas, qui est pourtant sunnite. Alors, actuellement, quand on voit tout ce qui se passe, notamment en Syrie, et on voit l'impuissance de l'Occident, comment est-ce que nous, Occidentaux, nous devons appréhender cet affrontement qui peut encore prendre des dimensions plus dramatiques que celles qu'on connaît actuellement ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut appréhender ? Je crois qu'on est au seuil d'un point de non-retour et très difficile à accepter pour les démocraties occidentales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les appartenances sont devenues des appartenances, je veux dire, confessionnelles, identitaires, sous-identitaires, et ça c'est très dangereux parce que s'il y a une loyauté, une alliance entre les chiites de Bahreïn envers les chiites de l'Iran, les chiites de Liban envers les chiites des Iraniens, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de reconnaissance dans l'État-nation, dans le territoire traditionnel connu, là ça veut dire qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'on peut se diriger vers des mini-États qui sont des mini-États basés sur plutôt l'appartenance confessionnelle et pas l'appartenance à un État, ce qui fait déstabilisation de le monde arabe d'une manière générale. Est-ce que des pays comme la France, la Grande-Bretagne, éventuellement la Suisse, ont raison d'être, si j'ose dire, du côté du bloc sunnite actuellement, par exemple les monarchies du pétrole? Est-ce que ça n'est pas dangereux quelque part à l'avenir? Ils jouent les deux, parce que les Américains, ils ont soutenu la majorité chiite en Irak pour justement donner la chance aux Irakiens. Mais évidemment, les Occidentaux veulent toujours soutenir pas forcément la majorité, mais la minorité sunnite, et parce que d'abord les sunnites n'ont pas de projet politique hégémonique, ambitieux. Évidemment, Téhéran, aujourd'hui, avec ses ambitions très importantes, les ambitions nucléaires, elle fait peur plus qu'elle rassure. Alors que les monarchies du Golfe, les pays importants, l'Arabie Saoudite, c'est tout de même un pays important religieux. Mais ils n'ont pas d'ambition politique, mais ils veulent quand même garder leur prédominance dans cette région du monde et garder surtout leur existence intacte. Oui, garder leur existence. C'est un peu un combat pour sa survie quand même. Oui, mais leur survie, les monarchies du Golfe la doivent aux Américains. Il y a un pacte très connu, c'est pétrole contre sécurité, où les pays du Golfe, commençant par l'Arabie Saoudite, depuis d'ailleurs 1945, ont confié leur sécurité au parapluie américain. Et là, bien sûr, ils s'assurent à soutenir les Occidentaux, les Américains, bien sûr en pétrole, mais aussi en facilité militaire importante. Chose que les Américains ne sont pas prêts, les Iraniens, ne sont pas prêts à le faire depuis la chute du Shah. En un mot, en Syrie, on est en train d'assister à une phase ultime de cet affrontement? C'est la sonnette d'alarme. La présence de Hezbollah et l'appel public de son chef Hassan Nasrallah pour dire « nous soutenons la Syrie », on peut dire que le masque est tombé. Et aujourd'hui, on assiste en effet à une guerre avec des habits confessionnels, et ce qui fait peur, bien sûr, aux démocraties occidentales. Hasni Abidi, merci. Merci. Même au Pakistan, il fut un temps où le sunnisme faisait bon ménage avec le chiisme. Dans ce pays de 180 millions de citoyens, on compte, schématiquement et au-delà d'une minorité chrétienne, 80% de sunnites et 20% de chiites au sein de la communauté musulmane. C'est à partir des années 80 que l'hostilité, puis la haine, se sont emparés des âmes et des cœurs. Premier élément décisif, le grand mouvement d'islamisation lancé par les militaires, s'appuyant sur les réseaux sunnites au détriment des chiites. Deuxième facteur de déstabilisation,
La révolution iranienne qui a séduit et radicalisé cette très grosse minorité chiite. Au même moment, troisième facteur de déclenchement, l'invasion soviétique de l'Afghanistan qui a cette fois radicalisé les communautés sunnites du Pakistan face à Moscou et à Téhéran. Voilà un bel exemple de la confiscation du fait religieux par le côté sombre de la politique et qui fait qu'aujourd'hui, au Pakistan, les affrontements entre chiites et sunnites se chiffrent en centaines de morts. Derrière ces victimes, derrière ces attentats, comment ne pas voir à nouveau la fracture sunnite-chiite entretenue à distance, mais habilement, par l'Arabie saoudite d'un côté et de l'autre, par l'Iran. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, un chapitre nouveau. Vous pouvez désormais discuter entre vous de l'émission et la commenter. Nos rubriques habituelles pour enrichir la réflexion sur cette problématique de l'affrontement entre sunnites et chiites, avec des vidéos, des sites internet et de l'infographie. Comme d'habitude, la possibilité de podcaster cette émission. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.